bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Aujourd'hui, nous allons discuter économie solidaire et business à impact positif dans le e-commerce. Et ça procure un véritable enthousiasme chez moi de pouvoir aborder ces sujets ici, sur ce podcast. Alors de qui parle-t-on ? Eh bien de la fameuse communauté fondée par l'abbé Pierre en 1949, Emmaüs, et qui ne s'est jamais rendu dans l'un de ces lieux pour donner des biens dont on veut se débarrasser à l'occasion d'un déménagement par exemple, ou pour chiner un objet ou un vieux meuble. Pour en parler, j'ai donc le plaisir de recevoir Maude Sarlat, la cofondatrice et directrice de Label Emmaüs, la plateforme de vente en ligne solidaire. Bonjour Maude, avant de commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour à tous. Alors j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants. Je suis née en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. D'accord. Et donc j'ai fait des études de commerce, une école de commerce, l'EDEC. J'ai travaillé quelques années chez Accenture à la sortie de cette école. Et je suis depuis 10 ans chez Emmaüs maintenant. Donc j'ai fêté mes 10 ans le 17 février exactement. Ah oui, c'est assez récent. On enregistre ce podcast le 5 mars 2020. Donc c'est assez récent. Bravo pour ce bel anniversaire. Avant qu'on rentre un peu en détail dans ce parcours, tu as un profil plutôt commercial. Donc tu sors de l'EDEC, tu es diplômé en 2005, si je me réfère à ton LinkedIn. Tu pars chez Accenture. C'est finalement en fait un parcours assez tracé, classique, traditionnel. Tu fais quoi chez Accenture ? Alors chez Accenture, j'étais consultante en système d'information, en organisation, assez classique effectivement. Alors je suis allée chez Accenture au départ pour des raisons financières tout simplement. Je voulais payer mes études qui ne sont pas données quand même. Les écoles de commerce, c'est pas simple d'y accéder pour tout milieu. Finalement, j'y suis restée 5 ans parce que ça m'a passionnée aussi. J'ai appris beaucoup de choses. Mais c'était un choix de raison initialement parce que j'ai toujours voulu rejoindre le secteur à impact, l'économie sociale et solidaire, l'humanitaire. Voilà, j'avais pas une idée très précise en sortant de l'école, mais c'est ce milieu que je voulais rejoindre. Donc tu avais pris un emprunt étudiant, si je comprends bien, pour financer tes études, que tu as voulu rembourser en allant de façon rationnelle dans une entreprise qui te garantissait un certain salaire et donc le remboursement. Tu avais un projet en tête, ça veut dire que ce projet, il te remontait à loin. Oui, je crois que j'ai toujours eu ça en moi, la certitude que la précarité, ça peut toucher tout le monde. J'ai jamais considéré les personnes en situation de difficulté, de précarité comme des personnes étrangères, différentes de moi. Donc voilà, ça m'habite, c'est en moi. C'est une évidence que je devais avoir un parcours professionnel lié à de l'impact. Je l'ai pratiqué pendant mes études. J'ai été présidente de l'association humanitaire de l'EDEC, l'école où j'étais. J'ai fait des missions humanitaires. J'ai travaillé dans pas mal d'associations quand j'étais étudiante. Et quand il a fallu travailler, donc ce choix rationnel, j'ai pas choisi Accenture non plus par hasard, parce que je savais qu'il y avait une fondation chez Accenture très active. D'accord. Qu'il était déjà en 2005 et qu'il est encore plus aujourd'hui. Accenture a une fondation qui a quand même 5000 jours hommes par an dédiés au secteur à impact. Des consultants sont mis à disposition gracieusement du secteur associatif. Et ça a été mon cas. Donc, dès que je suis rentrée chez Accenture, j'avais en tête, au bout de quelques années, de passer par la fondation et de partir quelques mois dans une association. Et c'est ce qui s'est passé en 2004. Je suis allée à l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives pendant une année. Donc c'est une agence, on va dire, une délégation publique, un espèce de laboratoire des politiques sociales qui a été créé par Martin Hirsch. Oui. Et Martin Hirsch a été président d'Emmaüs France. Bien sûr. C'est là que le lien s'est fait avec le mouvement Emmaüs. D'accord. C'est très intéressant. En fait, je comprends que chez Accenture, il y a 2 aspects qui ont participé à la construction de ta personnalité, de ce que tu es devenu finalement. Parce que quand on a une première expérience professionnelle, on est encore dans l'apprentissage, de la découverte de ce que c'est que le monde professionnel. Tu as le premier volet qui est celui de la fondation d'Accenture. Enfin, le second peut-être, et le premier qui est d'abord les missions de conseil que tu as menées.
Avant qu'on ne vienne sur la fondation, puisque ça fera bien le lien avec la suite, je reviens sur la partie plus pro-traditionnelle d'Accenture, les missions que tu as pu faire. Tu parles de système d'information. Système d'information dit IT. Quand on vient de l'EDEC, on ne peut pas dire qu'on est a priori une culture IT hyper développée. Ce n'est pas une école d'informatique. Tu peux expliquer le rapport entre les deux, comment ça s'est fait, pourquoi ? Oui, alors c'est des fonctions de consultant, on va dire, fonctionnel. Donc, notre rôle, c'est de bien comprendre les besoins métiers du client et de faire le lien avec le côté plus technique, développement ou autre. Donc, il n'y a pas besoin d'être très technique, en fait, pour avoir ce rôle-là. Mais c'est vrai que ça m'a donné une culture, en tout cas, du système d'information, ce qui n'est pas pareil que le web. C'est bien différent. Donc, avec Label Emmaüs, on en parlera plus tard. J'ai découvert encore beaucoup de nouvelles choses. Alors, concrètement, moi, ce que je faisais, c'était... Tes clients, c'était qui ? Alors, principalement Cegelec, donc une grosse entreprise du BTP, qui a pas mal de filiales à l'étranger. Et c'est à l'étranger que j'ai travaillé principalement. J'ai eu la chance d'avoir des destinations assez exotiques. Cegelec, alors Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Mexique, Espagne. Donc, comment je n'aurais pas pu apprécier ces quelques années chez Accenture dans ces conditions. Et j'ai été aussi en contact avec plein de cultures différentes et ça se passait en anglais, en espagnol, donc ça a été passionnant aussi pour ça, mais ça a été surtout passionnant parce que c'est vrai que c'est des entreprises qui nous donnent beaucoup de responsabilités très vite, des entreprises comme Accenture, où on peut monter très vite si on a la motivation, et ça j'ai aimé ça, je me suis prise au jeu d'avoir très vite une petite équipe, de partir à l'étranger en autonomie, d'avoir des déploiements informatiques à gérer de A à Z. Je ne pensais pas que ça me plairait autant d'avoir des responsabilités. Et c'est sûrement ce que j'ai découvert le plus finalement chez Accenture. Ça m'a donné beaucoup de confiance pour la suite. Alors ça ne m'a pas forcément fait voir que je serais entrepreneuse un jour, je l'ai compris plus tard, mais je pense que ça a semé les premières graines. Très bien. Donc en parallèle, quand tu reviens entre deux missions, entre le Mexique et la Nouvelle-Calédonie, tu restes quelque temps à Paris, j'imagine. C'est dans ces occasions-là que finalement, tu t'investis un peu dans la fondation d'Accenture, via la fondation d'Accenture, c'est quand ? Pendant 4-5 ans, vraiment, j'ai été dédiée à des missions classiques Accenture. J'avais vraiment pas le temps de penser à autre chose. C'est quand même très, très intense comme rythme de travail. Je pense que c'est ça aussi que ça donne, très clairement, une capacité de travail, une discipline très importante. Donc, c'est plutôt au bout de 4-5 ans, j'avais fait un peu le tour des sujets. Et puis, cette aspiration que j'avais en moi depuis toujours, de travailler dans le secteur à impact, m'a repris fortement. Et j'ai voulu concrètement accélérer le passage dans ce secteur-là. Et donc, j'ai demandé à mes responsables à l'époque de me laisser partir quelques mois avec la fondation dans le secteur associatif. J'ai dû un petit peu batailler, ça n'a pas été simple. Tant mieux, ça voulait dire que je faisais du bon travail, a priori, si vous ne voulez pas me laisser partir. Bon, finalement, ils ont accepté. Je suis partie quand même 9 mois à l'ANSA, dont je parlais juste avant. Et c'est vraiment pendant cette période-là que j'ai découvert le secteur associatif français que finalement je ne connaissais pas. Parce que finalement, l'humanitaire que tu as fait pendant que tu étais étudiante, il n'était pas en France ? Non, voilà. Et là, tu rentres, tu mets les deux pieds dans ce que c'est que l'associatif en France. Qu'est-ce que tu découvres ? Qu'est-ce qui t'étonne ? Alors, pendant mes études, c'est vrai que souvent, quand on est étudiant, on a cette espèce de rêve de l'humanitaire. Je pense qu'on est un peu tous passés par là dans ceux qui travaillent dans le social. Et on déchante. Enfin, moi, en tout cas, j'ai déchanté. J'ai fait des missions à Madagascar, en Inde. Et ça a été très compliqué. Je ne me sentais pas légitime. On fait à la place des personnes. Une fois qu'on part, qu'est-ce qui reste ? Franchement, on peut se poser la question.
Après, en Inde, j'ai écrit un mémoire sur un projet de microcrédit et ça m'a plu parce que c'est vrai que les personnes étaient actrices vraiment du développement et ça allait à la vitesse de leur culture aussi. On n'imposait pas un projet de développement comme on peut peut-être un peu plus le faire dans l'humanitaire. Alors voilà, je savais déjà que je voulais travailler dans un secteur où les personnes étaient au cœur. On n'était pas dans du caritatif, dans du don. Je voulais qu'il y ait un modèle économique et que les personnes soient vraiment mises en responsabilité. Et c'est ce que j'ai trouvé avec Emmaüs. Donc, Et avant Emmaüs, quand tu étais là pendant ces 9 mois... Alors à l'ANSA, ce que j'ai appris... En fait, ça m'a donné une culture vraiment globale du social en France. Qu'est-ce que tu découvres par rapport le rôle des collectivités, de l'État, les différentes associations, comment fonctionnent les politiques publiques. Bon, c'est un écosystème, on peut le qualifier comme ça ou pas ? Oui, complètement. Ouais. C'est pas simple. Beaucoup de sigles, beaucoup d'acteurs, beaucoup de lois, de surcouches légales, etc. C'est vraiment pas simple. Bon, à ce moment-là, en tout cas, moi, ça m'a moyennement plu. T'avais quel âge ? Trop politique. Là, j'avais 24 ans. Ouais. Non, plus, pardon, oui, j'avais 26, 27 plutôt. Donc, j'ai trouvé ça trop institutionnel, en fait. Vraiment trop loin du terrain. Ça ne correspondait pas à ce que je recherchais fondamentalement. Donc, c'est ces rencontres que j'ai faites progressivement avec plusieurs acteurs associatifs qui m'ont amené un jour à discuter avec quelqu'un d'Emmaüs. Donc, c'est grâce, en fait, à ces 9 mois Tout à fait. dans ce secteur-là associatif que tu rencontres différentes personnes, que quelque part, tu commences à constituer peut-être... ce qu'on peut appeler un réseau. Oui, c'est ce que je conseille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, qui ont un parcours un peu comme le mien, qui ont fait une école de commerce ou d'ingénieur et qui ont envie de changer de voie, d'aller dans un secteur à impact. Ils ne savent pas trop par quel bout prendre les choses. C'est normal, c'est un peu quand même un autre monde. Ouais. Avec d'autres règles et d'autres types d'acteurs. Donc moi, je leur conseille vraiment de prendre le temps de rencontrer une première personne qui décrive son quotidien, que cette personne leur donne 3 contacts et puis hop, elle va déjeuner avec chacun. Et vraiment prendre le temps de comprendre tout l'écosystème et voir ce qui nous correspond et ce qui nous correspond moins. Et c'est ce que j'ai fait. Et il y a vraiment... L'associatif caritatif, moi, me correspondait pas. Mais ça, tu l'avais déjà en tête, c'était déjà ce que tu lis aujourd'hui avec du recul, mais c'était déjà clair dans ta tête que ça, c'était quelque chose vers lequel tu voulais pas aller. Voilà, ça c'est très clairement. Et c'est surtout la rencontre avec Emmaüs qui m'a ouvert les yeux d'un coup sur ce que j'avais envie. Ah oui, c'est un coup de foudre même, on peut dire. C'est une rencontre. Comment elle se passe, cette rencontre ? Alors, j'ai rencontré la personne qui allait devenir mon responsable, en fait, au sein d'Emmaüs France, la tête de réseau du mouvement. On se rencontre, c'est un atelier qu'on fait de réflexion sur les sortants de prison, comment on pourrait améliorer l'aménagement de peine, développer ce type de choses. Voilà, donc autour de cette thématique complexe, finalement, que peu d'associations attaquent, et on sait bien les manques aussi de l'État à ce niveau-là, je découvre... à quel point Emmaüs est militant, en fait, et à quel point Emmaüs s'adresse aux plus exclus de notre société, mais tout en les mettant au cœur d'un modèle économique. En fait, ça fait 70 ans que Emmaüs fait de l'économie circulaire. On en parle aujourd'hui, mais... Bien sûr, il n'y a rien de nouveau. Emmaüs fait ça depuis... Ouais, prends un verre d'eau, vas-y. Et donc, du coup, Mais ça va passer, t'inquiète pas, tout d'un coup. Je sais pas si ça va passer tout de suite. Mais ça va passer, mais t'inquiète, on coupera s'il faut. Le Emmaüs, en fait, au travers des différentes communautés qui existent à droite, à gauche, avait déjà... Alors, je te le disais avant l'enregistrement, moi je connais celle de Bougival parce que j'ai habité Bougival, où il y a concrètement ce marché, en fait, où on vient à la fois déposer les meubles ou les objets ou les vêtements dont on ne veut plus, et en se disant que ça allait servir pour ceux qui en avaient le plus besoin. Et c'est avant tout à eux que ça sert. Et puis on en profite pour aller chiner 2-3 trucs quand on y est aussi. Oui, tout à fait. En fait, depuis 70 ans, Emmaüs est quasiment autonome financièrement.
ne reçoit pratiquement pas de subventions ni publiques ni privées. Alors c'est une volonté très forte. L'abbé Pierre portait ça comme valeur. C'est la capacité de pouvoir interpeller aussi bien les pouvoirs publics que le monde privé sur les manques de notre société. On ne peut interpeller que quand on est indépendant. Financièrement, ça c'est une base. Donc finalement, c'est en récupérant ce que les gens jettent ou ce dont ils se débarrassent, ce dont ils ne veulent plus, et en faisant travailler des personnes que la société rejette également. Il y a vraiment cet écho en fait. Donc c'est une deuxième vie pour les produits, une seconde chance pour les hommes. C'est vraiment le leitmotiv d'Emmaüs. Avec ce principe de base, on réussit à créer de la valeur. On prouve qu'on peut créer de la valeur avec des objets dont on ne veut plus et des personnes dont on ne veut plus. Grâce à un accueil complètement inconditionnel, les gens qui sont accueillis dans une communauté Emmaüs ne rentrent dans aucune case administrative précise, et c'est pas grave. Ils peuvent rester un jour comme toute une vie dans une communauté, donc ça c'est unique en France. Cet accueil-là n'existe dans aucune autre association, parce que la plupart des associations sont financées aussi par le public et donc doivent respecter Là, tu es en train de nous dire qu'il y a 0 € qui arrive du public chez Emmaüs ? Je dirais pas 0, mais en tout cas, c'est une part... infime ? Oui, c'est peut-être 5 à 10% pour certaines... Enfin voilà, certaines structures ont plus de subventions que d'autres. Mais on va dire que la communauté Emmaüs, dans son vraiment, ensemble. Ce dont tu parles, la communauté de Bougival par exemple, je pense que c'est moins de 5%. Donc ça lui donne une très grande indépendance d'action. Et les compagnons que Bougival va accueillir, certains n'auront pas de papier par exemple. Ça, on ne le trouve pas dans d'autres secteurs associatifs. Donc c'est ça qui t'a touché finalement quand tu as découvert de plus près, parce que j'imagine que le nom d'Emmaüs, ça faisait déjà tilt dans ta tête. Comme tout le monde, je connaissais, mais je ne connaissais pas les coulisses, et comme la plupart des personnes d'ailleurs, on ne sait pas toujours... Donc là, c'est ce que finalement, grâce à ce que Accenture te permet de faire en rentrant dans le monde associatif, tu rencontres une personne qui te fait rencontrer un concept, qui te fait rencontrer une idée, qui te fait rencontrer, qui fait écho en fait avec ce que tu avais au plus profond de toi, cette volonté finalement de participer, de faire participer, d'être actif, co-actif, co-construire quelque chose avec de la valeur à la fin. Oui, et puis c'est prouver que c'est possible en fait, qu'une autre économie est possible, et sortir d'un schéma de dominé, de dominant. Il y a quelque chose qui me gêne dans le caritatif en fait, il faut de l'humanitaire pour des situations d'urgence, il faut de la philanthropie évidemment. La Belle Emmaüs, on a plein d'entreprises qui nous aident, et heureusement on en a besoin. Mais moi, j'aime créer de la valeur aussi et prouver que c'est possible. C'est comme ça qu'on peut changer le regard, fondamentalement. C'est pas dans le don qu'on change le regard. C'est vraiment dans le faire ensemble et dans le créer de la valeur ensemble. Je comprends bien. Du coup, il y a ce moment où tu décides de quitter Accenture. Oui, alors, est-ce que c'est parce que tu sais de jamais revenir, surtout. Ou de jamais revenir. Parce que finalement, j'ai été dans cette mission-là par la Fondation, et je ne suis jamais vraiment revenue. Donc, mais comment ça s'est enchaîné le passage vers Emmaüs ? Comment concrètement ça s'est fait ? Donc il y a eu cette rencontre avec le futur responsable, Gilles. Il avait un besoin. Et voilà, en discutant, je comprends qu'il y a un besoin au niveau national, mais à cette époque-là, ils n'allaient pas forcément trop sur des profils comme le mien, donc j'étais un peu atypique quand même. Et j'ai dû prouver aussi de quoi je serais capable en termes d'adaptation aussi à un nouveau secteur, et ce que je pouvais apporter comme compétences différentes. Et voilà, on a eu des entretiens avec des bénévoles, des élus du conseil d'administration d'Emmaüs France, et puis Gilles. Et le poste a été créé un peu sur mesure, on va dire. Voilà, donc en rentrant de cette mission de la Fondation, j'ai passé quelques jours au sein d'Accenture. On a commencé à me proposer des missions, et puis Gilles m'a appelé et m'a annoncé la bonne nouvelle, et voilà, j'ai démissionné dans la foulée parce que c'était... Donc là, en fait, tu es en train de réaligner finalement ce que tu fais professionnellement avec
Avec quoi? Avec ton idéal, en fait. Il y a une forme de cohérence qui est en train de se faire. Tu as fini de rembourser tes études. Tu as appris beaucoup de choses, je pense, aussi chez Accenture. Et là, ça te permet de continuer. Tu rentres chez Emmaüs. Donc, on est en quelle année quand tu arrives chez Emmaüs? 2010. 2010, oui, tu le disais, ça fait 10 ans. En 2010, quelle est ta lettre de mission? Tu fais quoi? Alors, je suis sur le papier responsable national des groupes d'économie solidaire. Voilà, on sait bien faire ce genre de titre où personne ne comprend rien. Alors, concrètement, je suis dans l'équipe d'Emmaüs France. Donc, Emmaüs France, c'est la tête de réseau du mouvement Emmaüs. C'est environ 60-70 salariés pour un mouvement qui compte plus de 20 000 acteurs sur le terrain. 20 000 acteurs, on va trouver 7-8 000 bénévoles, 7-8 000 salariés. Et puis le reste, ce sont des compagnons, des compagnes, ces personnes qui sont accueillies dans les centres et qui travaillent, puisque les communautés sont des lieux de vie et de travail. Voilà, donc c'est finalement une tête de réseau qui est assez légère en nombre de personnes et qui a tout un tas de missions. Donc c'est de l'échange de pratiques entre les adhérents. Il y a 300 structures qui adhèrent à cette fédération. On a des structures locales, c'est ça? Voilà, des réparties structures sur locales. sur le territoire. C'est une organisation très spécifique, le mouvement Emmaüs, puisque c'est un mouvement extrêmement décentralisé, avec des associations, des coopératives, Il y a différentes formes juridiques. Et ce ne sont que des structures qui sont autonomes juridiquement les unes des autres. Elles payent une cotisation à Emmaüs France qui, avec cette cotisation, peut leur assurer des services, comme une fédération classique peut le faire. Mais évidemment, là, il y a en plus le partage d'un patrimoine commun, de valeurs communes très fortes, d'une histoire fondée autour de la figure de l'abbé Pierre, qui est toujours très, très importante pour tous les acteurs du mouvement Emmaüs. Et donc, il y a aussi un certain contrôle quand même des actions qui sont faites, de l'audit. Donc moi, j'allais en fait sur le terrain à la rencontre des 80 structures de l'économie sociale et solidaire. Sur les 300 structures Emmaüs, il y en a 80 qu'on appelle des entreprises d'insertion, des chantiers d'insertion, donc qui emploient des personnes en parcours d'insertion. Ce sont des agréments qu'on passe avec l'État. Pour des personnes très éloignées de l'emploi, donc au RSA, au chômage de longue durée, voilà, avec différentes problématiques d'accès à l'emploi. Label Emmaüs est d'ailleurs une entreprise d'insertion. Oui, tu nous en parleras. Je vous en parlerai après. Et donc, voilà, moi, j'allais sur le terrain très régulièrement et je les conseillais de façon généraliste, en fait. Si elles avaient des projets, une ouverture d'une nouvelle boutique, si elles avaient des problématiques de gouvernance, des renouvellements de mandats au sein de leur conseil d'administration. Tu fluidifiais le fonctionnement, on peut le dire comme ça. Voilà. Tu apportais ta pierre à l'édifice. Je leur donnais des idées que je voyais dans d'autres structures, de bonnes pratiques. J'étais un peu leur référente au niveau national, sans avoir de lien hiérarchique du tout. Voilà, d'être plutôt facilitatrice, effectivement, dans leur quotidien. Ça, tu fais ça pendant combien de temps? Je fais ça pendant 5 ans. 5 ans. Et après, tu nous indiques que tu passes vers des aspects plus digitaux. C'est quoi le lien? Comment ça se fait? Ou c'est quoi cette nouvelle mission? Alors déjà, à force d'aller sur le terrain, j'ai chopé le virus, quoi, très clairement. Emmaüs, c'est un mouvement d'entrepreneuriat social. Donc face à moi, j'avais ça tous les jours, des entrepreneurs sociaux avec une énergie incroyable, beaucoup de créativité, parce que justement, cette décentralisation, elle a un très bon côté. C'est qu'il y a vraiment une adaptation aux réalités de terrain. Ça reste un mouvement très militant, très ancré sur le terrain. Alors parfois c'est pas simple de faire avancer des dossiers plus nationaux aussi, mais voilà, ça a cette faculté d'être très créatif, très agile. Et donc ça m'a plu, ça m'a donné très clairement envie de créer moi-même une structure Emmaüs. Après, comme j'avais cette vision nationale, je cherchais un sujet avec une dimension stratégique plus nationale que de créer une structure locale, mais en même temps que ça réponde aux besoins des structures locales.
Donc, C'est pour ça que c'est un je suis allée constat. vers le digital, parce que c'est vraiment la dimension qui, Parce pour qu'avant de moi, remplissait lancer, les deux. avant de lancer le label Emmaüs, tu as eu quelques années où tu es Exploratoire, on va dire. exploratoire. Ouais. Raconte-nous un peu, c'est quoi? Alors, vraiment une année, on va dire. C'est l'année 2015. Donc, j'ai ce moment-là vraiment juste une intuition qu'il y a quelque chose à faire sur le digital pour Emmaüs. Parce qu'il y avait quasi rien, quoi. Il y avait une plaquette en Non. ligne, c'est ça? Bon, il y avait un site Ouais, institutionnel, bien ouais, sûr, bon, un peu comme toutes les ouais, c'est ça. Ouais. associations voilà, à ce moment-là. Mais nous, ce qu'on fait, c'est de la vente. À l'époque, on avait quand même pas loin de 400 points de vente partout en France. Donc, les enseignes qui ont 400 points de vente en France, ce sont de grosses enseignes. Et à ce moment-là, elles avaient très clairement commencé à vendre en ligne depuis plusieurs années. Et puis, en plus, face à nous, il y avait surtout des pure players qui, eux, ont commencé depuis bien plus longtemps. Voilà, Amazon avait déjà 20 ans. Et ces géants du web commençaient à truster très clairement le secteur de l'occasion. Or, j'expliquais juste avant que Emmaüs se finance son action sociale essentiellement avec son activité de collecte, de réparation et de revente. Donc si ça à un moment donné s'est menacé aussi bien sur le pan de la collecte, donc là je pense au Bon Coin par exemple, donc ou au Vinted maintenant, donc on vend avant de donner, donc ça pose un premier problème voilà, dans l'amont, et puis après l'aval sur la vente. Donc, tu as un si... problème de sourcing et tu as un problème de Exactement. vente. Et si les gens vont plus acheter pareil sur le Bon Coin, Amazon, etc., que dans les points de vente Emmaüs, on a aussi un souci de pérennité économique et donc de notre impact social à terme. Donc, moi, c'est ce que j'ai présenté au conseil d'administration début 2015 à Emmaüs France, en disant voilà, moi, je n'ai pas de solution là comme ça, parce qu'on n'a jamais fait de e-commerce. À l'époque, on n'avait même pas de département des systèmes d'information. Donc, C'était externalisé, c'était où il n'y avait pas, il n'y avait rien. il y avait pas. Mais il n'y avait pas. Voilà. Donc, c'est vrai que la culture numérique, compliquée quand même. Ça a été un choc pour Toi, moi c'était venant quoi d'Accenture quand même. Ouais, toi, tu étais assez familière en fait avec ces sujets-là. Oui, effectivement, quand on utilise un fichier Excel, c'était un peu le bout du monde Ah oui, quand même, oui. à cette époque-là. Donc, Et le digital, c'est un métier. Le digital, ce sont des métiers même. Euh, t'es obligé d'apprendre ou tu as déjà des notions sur lesquelles tu peux te reposer pour lancer ton projet? Alors, j'ai des notions de gestion de projet informatique, un minimum. En revanche, j'ai vraiment pris une année pour étudier tout le secteur et rencontrer beaucoup de monde. Alors, déjà, j'ai convaincu le conseil d'administration de me confier une mission exploratoire pour 1 an, leur disant, voilà, je pense que c'est complexe, il y a une concurrence féroce sur ce secteur, on a beaucoup de retard, donc prenons une année pour bien étudier les choses et je vous proposerai un concept au bout de cette année. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai fait seule. Je me suis entourée d'un comité de pilotage avec des compagnons, des bénévoles, des salariés. J'ai demandé à des experts du secteur du e-commerce, du digital, de m'aider, de nous aider à réfléchir à tout ça. Donc voilà, c'est déjà prendre le temps. Ça, c'est un peu l'école de commerce, benchmark, voilà, étude de marché. Donc on n'a rien inventé avant de se précipiter tête baissée. Voilà, donc là, moi, j'ai appris énormément de choses durant cette année. Qu'est-ce que tu découvres? Qu'est-ce que tu as retenu comme étant important, les 2, 3, 4 points de cette année? Qu'est-ce que j'ai appris qui, finalement, est structurel pour la suite de l'histoire? Alors déjà, je découvre à ce moment-là vraiment le modèle de la marketplace. Qui commençait quand même à exister depuis quelques années, mais qui vraiment était en train de décoller à ce moment-là. Et là, ça me percute vraiment comme une évidence. C'était le modèle qu'il nous fallait, et le seul possible d'ailleurs, puisque je n'avais que des centres Emmaüs autonomes les uns des autres, qui avaient chacun leur stock d'objets, leur équipe, leurs locaux. Donc évidemment qu'il me fallait un modèle comme une marketplace où les vendeurs sont autonomes les uns des autres. Et en même temps, il n'y avait pas de compétences en interne dans ces différents centres sur le e-commerce. Donc il me fallait une structure centrale
central, un tiers de confiance, qui allait pouvoir les onboarder, les lancer leur boutique en ligne, les former, assurer un service après-vente en centrale, gérer les aspects techniques d'acquisition. Là, tu es déjà etc. dans l'exécution, mais qu'est-ce que donc tu retiens en fait après cette année Oui, voilà. Donc la marketplace, en tout cas, c'est le premier truc qui me frappe comme étant un modèle qui pourrait coller. Ouais. Deuxième chose, je rencontre beaucoup de marketplace du coup. Bien sûr. Donc je rencontre Amazon, Rakuten, eBay. Voilà, à ce moment-là, je prends le temps de rencontrer chacun de ces acteurs. Qui te reçoivent avec bienveillance. Je dirais plus que de la bienveillance, beaucoup d'intérêt. Et Emmaüs, c'est un capital sympathie énorme. Ouais. C'est un gisement de produits infini. Donc évidemment qu'ils étaient tous très intéressés pour qu'on rejoigne leur site, qui nous crée un espace dédié, voilà, en nous disant c'est très compliqué, vous savez, ce secteur, vous ne devriez pas vous lancer seul, etc. Bon, alors ça, moi, ça me met très clairement la puce à l'oreille. Déjà, j'étais quand même persuadée que Emmaüs avait la notoriété suffisante pour exister par lui-même, en fait. Le défi d'exister par lui-même. Et puis là, quand je vois effectivement à quel point on intéresse, très clairement, ça me conforte dans cette idée-là. Voilà, donc ça, c'est la deuxième intuition. Et la troisième, c'est qu'on est à la croisée des chemins voilà, en termes de tendance de consommation. On voit bien que depuis des années, Emmaüs, ça ne fait que grossir sur les espaces de vente voilà, se développent, on est sur une croissance quand même importante chaque année. Il n'y a pas de raison qu'en ligne ça ne soit pas le cas. Et voilà, donc c'est le sentiment aussi qu'il y a quelque chose à faire côté consommateur. C'est génial. Du coup, tu présentes les résultats en fait au bout d'un an. Comment ça se passe ? Comment la suite de l'histoire, c'est justement la création de Label Emmaüs, mais tu as pris cette année pour pouvoir étudier le marché, pour pouvoir étudier les conditions de pénétration de ce marché, pour comprendre quels étaient les mécanismes qui seraient les plus à même de répondre aux besoins d'Emmaüs. Et effectivement, c'était la marketplace qui, je comprends en fait, effectivement, est une solution tout à fait qui convient parfaitement pour réunir toutes les communautés en un seul et unique endroit. T'embarques facilement la direction d'Emmaüs, comment ça se passe ? Alors oui, là démarre la conduite du changement. Ça a été costaud et passionnant, évidemment. Donc il y avait heureusement des ambassadeurs, des personnes convaincues. Et puis comme j'ai réuni un comité de pilotage avec plein d'acteurs différents autour de moi dès le début, j'étais pas toute seule à défendre cette affaire. Tu rendais compte au fur et à mesure dans l'année quand même. Voilà, c'est ça. J'ai environ 4-5 passages dans l'année 2015 devant le conseil d'administration pour aussi tranquillement poser tes amener les jalons, gens, ouais. voilà, et puis comprendre aussi on se parle de quoi, comment ça marche ces modèles-là. C'était quoi les freins ? Tu parles de conduite du changement finalement. Les freins, c'est basiquement Internet, c'est le mal. Le e-commerce et Internet, c'est l'antithèse du lien social. Emmaüs, les points de vente ne sont pas que des lieux de vente, sont des lieux de rencontre, des lieux de vie, des lieux d'entraide, ce que n'est pas le e-commerce. E-commerce égale Amazon égale méchant. Enfin, voilà, c'est quand même une vision qui est extrêmement négative, mais ça, c'est l'associatif, je pense, en général quand même, et puis pas que l'associatif. Il y a des blocages énorme par rapport à Internet. Comment tu fais sauter les verrous ? Alors, en y allant doucement, donc déjà proposer de partir en pilote, voilà, de créer un site avec qu'une vingtaine de centres Emmaüs pilotes, prêts à relever ce défi-là, quelques produits. Et ça, tu les avais identifiés, les 20 centres, en fait j'ai passé parce que tu les rencontrais. Et ce sont ceux qui formaient mon comité de pilotage pour la plupart, et qui se sont pris au jeu aussi, qui ont créé le concept avec moi, donc voilà, qui étaient embarqués déjà depuis un an, et qui chacun ont dû aussi convaincre dans leur propre centre le collectif. Donc on a mené la même lutte un peu en parallèle, moi au niveau national et eux au niveau local. Donc on est parti
sur un périmètre assez restreint finalement. Quand on sait qu'il y a 400 centres, on est parti qu'avec 20. Quand on sait qu'il y a des millions de produits, le jour du lancement, il n'y en avait que 3000 sur le site. Et surtout, la plupart des produits n'étaient pas encore expédiables. Ça, c'est un oui, gros parce point que aussi. là, en fait, on est en train de... Tu rentres déjà dans la partie très, très concrète. Avant la partie concrète, il y a la partie onboarding de la direction d'Emmaüs. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu dis c'est bon, il y a un go, on t'a formalisé un go, où les choses se sont faites Ah non, petit oui, à il petit? y a eu un vote officiel à la fin de l'année 2015. Et comment finalement ça a penché je pense c'était le bon moment. C'était un serpent de mer, cette histoire de vente en ligne. Ça faisait des années que, évidemment, on savait bien qu'il fallait qu'on y aille d'une façon ou d'une autre. Et là, il y a quand même un concept assez fort qui a été présenté. On avait trouvé des sous également. Il y a une fondation qui nous a aussi soutenus. Et c'est a un fait la point différence. important, parce que quand on lance une activité, quelle qu'elle soit, que ce soit au travers de l'organisation d'Emmaüs, qui est une organisation, il y en a pas de semblable, enfin elle est unique. Tu as besoin du financement, tu as besoin de lancer, parce que quand tu fais une marketplace, tu as besoin des outils. Tu vas pas coder ta marketplace, tu vas acheter je sais pas, une solution comme Miracle pour Iceberg en ou l'occurrence. Iceberg. Voilà. De la même façon que pour faire la mise en ligne des produits, il y a des process, les objets ont besoin d'être photographiés, donc il faut et puis une fiche produit rédigée. Donc il y a tout un mécanisme à mettre en place. Ça, c'est compliqué. Donc en fait, tu as validé ton projet. Ils ont donné ton go. J'imagine que ce jour-là, il doit être gravé dans ta mémoire. Et là, c'est quoi? C'est merci Maud, vas-y, lance-toi, démerde-toi. Trouve le financement et on y va, c'est ça? Oui, alors j'exagère, je provoque un peu, mais c'est pour dire que il y avait pas mal de personnes. Tu as une partie entrepreneuriale qui est forte, c'est pour ça que je te dis ça. Oui, tout à fait. Alors c'est un projet d'intrapreneuriat. Concrètement, ce projet, il a été incubé par Emmaüs France parce qu'il y a des personnes qu'il a fallu convaincre, mais il y en a plein d'autres qui étaient convaincus et qui m'ont étaient sponsors, fortement en fait. soutenu. Ouais. Et notamment pour trouver des sous, il y a plusieurs personnes à Emmaüs France qui m'ont aidé. Tu as fait ton budget initial, c'est ça? Alors, même un business plan sur 5-6 ans. On a fait les choses sérieusement. Il a fallu aussi... T'as recruté? J'ai recruté très rapidement. Alors, début 2016, on était 3. En septembre, on était 6. Et en décembre, le site sortait. Donc, on a eu quand même très vite des charges assez lourdes d'équipe pour quelque chose qui générait pas du tout oui, c'est ça. Tu es obligé d'investir avant de faire. Il y a l'aspect plateforme, Iceberg qui est une solution de marketplace, et puis il faut faire le site. J'imagine que tu vas aller t'adresser à des agences à l'extérieur qui vont t'accompagner pour faire les choses. C'est presque la partie facile. J'imagine, et dis-moi si je me trompe, que finalement la partie la plus compliquée, elle se passe dans les communautés Emmaüs, où là il va falloir organiser les choses de telle sorte à ce qu'il y ait quelqu'un qui porte la responsabilité de sélectionner les objets, de dire celui-là c'est bon, celui-là c'est pas bon, de faire la fiche produit, de publier le produit en ayant déterminé le prix. Et puis après, il y a l'aspect logistique, comment tu fais l'expédition. Raconte comment ça se passe, comment on fait? Alors, surtout que nous, notre volonté, c'était dès le début d'avoir les compagnons, les compagnes, les personnes en parcours d'insertion au cœur de la machine. Donc, ça n'avait aucun intérêt si on faisait ce projet avec des salariés Bac+5. Voilà. Donc, dans les coulisses, ce sont ces personnes-là. Ce sont des personnes qui, pour certaines, n'avaient... peu de connaissances informatiques ou même des vraies barrières. Beaucoup maîtrisaient mal le français. Donc, pour bien rédiger une annonce, ça peut évidemment poser des problèmes. Même la culture de l'objet vintage. Quand on vient de l'étranger, on n'a pas, évidemment, naturellement. Ensuite, c'est des personnes, ils peuvent générationnellement qui n'étaient pas très en ligne avec les réseaux sociaux ou pas très connectés, etc. Donc le défi, il était de taille aussi par rapport aux acteurs à former. Comment tu t'y prends? Est-ce que tu rédiges, excuse-moi pour ce mot
mais une sorte de playbook à déployer. Après, Comment concrètement, on on fait? a pris notre bâton de pèlerin et on est allé sur le terrain. On est allé dans chacun des 20 centres qui allaient se lancer. On les a aidés à monter leur studio photo. On a des photographes professionnels qui nous ont aidés à les former. Alors, on a fait avec les moyens du bord. On a construit des petits studios photo avec un drap blanc, des lampes de chantier. Enfin, finalement, dans le bric-à-brac, il y avait tout ce qu'il fallait. On n'a Ouais. rien acheté. Et voilà, le basique de la photo. Ensuite, le basique du référencement pour avoir une annonce qui remonte bien. Après, Et il a fallu les former au back-office de la plateforme aussi. le pour la... back-office, Ouais. évidemment, le conditionnement des colis. Là, je pense où on avait vraiment une force, c'est que les personnes, elles connaissaient bien les produits. Donc, souvent, dans un centre Emmaüs lambda, voilà, il y avait une équipe qui se formait d'opérateurs label Emmaüs. Mhm. Souvent, un compagnon, une compagne qui maîtrise assez bien l'informatique, qui était assez connectée, mais souvent étrangère, donc n'avait pas forcément la connaissance de l'objet. Et donc, il y avait un bénévole qui, lui, avait souvent cette expertise des produits, bon, voilà, ou vice-versa. Hein. Et puis, un jeune en service civique qui, lui, avait cette appétence pour les réseaux sociaux, la communication, voilà, en général. Et donc ça formait un trio plutôt efficace, hein, finalement. Et on s'est aperçu que très vite, ils arrivaient à maîtriser l'activité. Enfin, ça m'a été une très belle surprise. Tout à l'heure, tu disais, c'est peut-être ça qui a été le plus dur. Non, en fait, je crois pas. Aïe. Je crois qu'ils se sont tellement pris au jeu, ils ont tellement Ils ont été adoré. valorisés aussi, Oui, peut-être, par rapport à ça. extrêmement. Ouais. Au début, quand on a lancé ce projet, on pensait qu'on serait très impactant tout de suite en termes de communication, qu'on allait changer l'image d'Emmaüs, qu'on allait potentiellement générer pas mal de sous grâce à cette nouvelle activité. Mais on voyait moins l'impact social. Et en fait, ça a été tout l'inverse. Oui, on a parlé de nous, mais Emmaüs, c'est tellement connu qu'il y a... Tout le monde connaît Emmaüs et encore très peu de gens connaissent Label Emmaüs. Et alors, j'ai une question à te poser par rapport à ça. Il y a ces deux mots, en fait, c'est comme si c'était deux marques. Enfin, il y a Emmaüs, Label Emmaüs. Est-ce qu'il y a un moment ou un autre, il a été question de dire c'est Emmaüs. En fait, c'est Emmaüs qui vend aussi. Et tout est sous le terme Emmaüs. Est-ce que c'est un sujet qui a été évoqué ou pas du tout? Non. Alors, évidemment qu'il fallait qu'il y ait Emmaüs dans le nom, ça semblait une évidence pour tout le monde. Après, c'est vrai que chez Emmaüs, on a pas mal cette déclinaison Emmaüs Défi, Emmaüs Connect, Emmaüs Bougival, Emmaüs... voilà, c'est historique comme ça. Okay. Mais c'est vrai que les gens sont complètement paumés, du coup. On s'en rend compte. Voilà. Je ne sais pas s'ils sont paumés, mais bon, du coup... Mais c'est aussi parce qu'on porte chacun, je pense, une part de la projet mission. différent, une part de la mission, et avec des moyens qui peuvent différer, évidemment toujours avec les mêmes valeurs au centre. Et donc finalement, bon voilà, cette communication, on s'est rendu compte que ça allait prendre du temps quand même. Oui, parce que comment tu fais pour les trouver, tes clients? Est-ce que c'est quoi les mécanismes? Tu te lances, personne t'attend, c'est pas vrai quand tu t'appelles Emmaüs. Il y avait du monde le 1er juin. Comment ça se passe? Alors, on a eu quand même une couverture média très importante et même 6 mois avant le lancement. Donc, on avait une page de lancement, avec un compteur, grosse erreur, à ne jamais reproduire. C'est quand t'es en retard. Voilà, c'est ça. Donc je donne ce conseil à toute personne se lançant dans le e-commerce de jamais mettre un compteur. Et donc là, les gens se sont préinscrits dans la base mail et sur les réseaux sociaux, etc. Donc, quand on s'est lancé début décembre, on avait déjà quand même une bonne base de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Oui, voilà. Donc, il y avait une attente très, très forte quand même dans le grand public sur le lancement. Et d'ailleurs, le 1er jour, je pense qu'on a eu 60 000 personnes, quelque chose comme ça, qui se sont connectées dès la première journée. Donc, c'était conséquent. Voilà, il y avait cette attente et les médias qui ont bien relayé. Et puis après, on fait ce que font tous les e-commerçants. Enfin, voilà, on a des newsletters hebdomadaires, on a nos réseaux sociaux, on a aussi des... Mais tu payes pas, tu fais pas du paid, tu fais pas de la... Alors, tu achètes pas, tu as un coût d'acquisition. On a ce qu'on appelle des ad grants.
Alors les Algrandes, c'est les AdWords, mais offerts par Google pour les ONG. D'accord. Voilà. Ça représente quand même 10 000 $ par mois. Hein. Donc, Oui, c'est pas rien. c'est Oui. pas mal. Et même nous, on a un budget un peu plus important. On a environ 16 000 € par mois. Donc, c'est pas négligeable. Ah oui, oui. Et puis... Donc alors attends, Ouais. avant de parler d'aujourd'hui, juste sur cet impact social, Ouais. pour finir tout à l'heure, voilà, finalement, la communication, bon, on s'est aperçu que ça allait être un projet de longue haleine, hein, pour bien sûr être visible sur Internet. Les sous, clairement, c'est compliqué. Enfin, déjà, on sait que une marketplace, c'est un modèle très difficile à rentabiliser. Et puis, pour les structures locales, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour une nouvelle activité. Alors, c'est sûr, quand il la compare à celles qui font depuis 70 ans, bien sûr qu'elle est moins rentable, et que ça prendra du temps. En revanche, sur le social, dès les premiers mois, vraiment, ça a été très fort, cet impact-là. Les opérateurs ont vraiment remonté à quel point ils s'épanouissaient dans cette activité. Ça changeait parce qu'il y avait de la polyvalence. Ils géraient leur petite boutique de A à Z. Ils avaient un ça apportait contact de la client, modernité. évidemment, parce que voilà, ce lien social, on nous accusait de ne pas en avoir, mais si, bien sûr qu'ils en ont, parce qu'ils vont mettre des petits mots manuscrits dans le colis, ils ont des personnes qui leur écrivent des remerciements, des avis, ils connaissent par cœur leurs clients. Et le service client, justement, il est opéré comment? Alors le SAV, il est centralisé. Il est centralisé. Ouais, ça, c'est une décision dès le début pour tout ce qu'on peut faire pour faciliter la vie des opérateurs, on le fait. Nous, on est une marketplace très atypique, je pense. On n'est jamais dans je te tape sur les doigts parce que la satisfaction client a baissé, voire je te ferme ta boutique. Hein. Enfin, c'est comme ça que ça se passe sur Amazon, bien sûr, bien selon sûr. la notation. Je te séquestre tes fonds, etc. Alors, nous, c'est l'extrême inverse. Bien sûr. Comment on peut t'aider à t'améliorer? Voilà, comment on peut t'aider et puis qu'est-ce qu'on peut prendre en charge à ta place pour que ce soit plus simple pour toi d'aller sur cette activité-là. Et comment on fait des outils aussi. Donc, on a quand même pas mal de développement informatique. Donc, même si on a Iceberg, en solution en SaaS qui est le cœur de la machine, on a développé une application par-dessus web pour les opérateurs, vraiment pour coller à leur réalité en fait, parce que c'est des personnes, comme je disais, qui maîtrisent pas forcément le français, l'informatique. Et là tu parles donc, du back-office. On a fait quelque chose de très apprenant en fait, très pour les vendeurs. Pour les vendeurs. Voilà. Donc, c'est pour dire que on investit aussi beaucoup d'énergie dans notre quotidien pour les former, les accompagner. C'est deux populations. Il y a les vendeurs. Ouais. En fait, les vendeurs, c'est plusieurs personnes aussi. C'est vrai, c'est un impact social fort, on le comprend. Et puis, il y a les acheteurs. Ce premier pilote de 20 centres, communauté Emmaüs, c'est quoi, au bout d'un an et demi, tu rends compte comment ça se passe pour dire attends, maintenant on peut aller plus loin, on peut prendre tout le territoire? Comment? Il y a même eu un vote officiel en conseil d'administration d'Emmaüs France au bout d'un an et demi, avec évaluation à l'appui, pour avoir l'autorisation de se développer sur Ils ont sur dit le reste du on mouvement. le sait, mais pourquoi, comment, qu'est-ce que... Parce que c'est justement cet impact social très fort. Ça a fini de convaincre tout le monde. Déjà, ils se sont aperçus que depuis le lancement de la Belle Emmaüs, aucun centre physique n'avait fermé. Donc, nous n'avions pas tué le travail des compagnons, fermé des bric-à-brac. Voilà, je le dis en souriant, mais il y avait quand même des personnes qui le pensaient. D'accord. Voilà, donc on a prouvé que, à la limite, on a quand même plutôt parlé d'Emmaüs positivement à travers la Belle Emmaüs que le contraire. C'est du business additionnel. Voilà, qu'on est plutôt un relais de croissance, ce que j'essaie aussi d'expliquer plutôt que l'inverse. Et puis aussi parce que cet impact social est remonté à travers des enquêtes qualitatives, quantitatives, des interviews des opérateurs. Vraiment, on a pris le temps de faire une enquête assez poussée auprès d'eux. Et face à cet impact social, le conseil d'administration a été persuadé. Le résultat économique, au bout d'un an et demi, purement business, comment il est mesuré? Est-ce qu'il y a des volumes d'affaires qui sont... comment tu sais, sur les marketplaces, on parle souvent de volume d'affaires. Sûr, donc oui. Est-ce que c'est aussi un KPI que tu utilises? Moi,
pense qu'on suit exactement les mêmes KPI que les autres. Voilà, le volume d'activité, le taux de conversion, l'audience, au bout le d'un an, catalogue, bien sûr. Voilà. Et donc, au bout d'un an et demi, on était quand même pas très très loin encore. Hein. C'était encore tout petit. C'est pas ce KPI-là qui nous a fait continuer. C'est plutôt la projection sur 5-6 ans que j'avais faite dès le début. Et c'était quoi cette projection? Concrètement, la projection, c'est qu'il y a 4 à 5 années déficitaires et que c'est qu'à partir de la 5e année qu'on atteint notre seuil de rentabilité et qu'on va commencer à dégager des bénéfices. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver des fonds. Et donc, on est peut-être une start-up sociale un peu atypique dans le secteur des start-up, mais on a dû lever des fonds. Et comment tu fais alors? Qui tu vas voir? Alors, je vais voir un peu des acteurs qui s'adressent à l'associatif d'habitude, type fondation d'entreprise, mais on est quand même assez limité là-dessus puisque nous, on est fiscalisé, Label Emmaüs, donc on ne peut pas émettre des reçus fiscaux comme une association. On va voir des collectivités. Voilà, on a été très soutenu par la région Île-de-France notamment. On s'adresse à des sociétaires, donc on est une coopérative. Donc il n'y a aucun enrichissement personnel possible dans Label Emmaüs. Quand on fera des bénéfices, ils seront réinvestis dans l'outil de travail. Et tout un chacun peut prendre une part. Donc à partir de 20 €, on peut prendre une part de Label Emmaüs, venir en assemblée générale et décider des orientations stratégiques aux côtés des salariés, des centres Emmaüs qui vendent sur la marketplace, des partenaires publics et privés. D'accord. Ça a été une façon de lever des fonds. Et puis après, on est sur ce qu'on appelle de la finance solidaire. C'était du crowdfunding finalement. On appelle ça du crowd equity, c'est un peu le même genre. Et puis après, on va avoir des fonds d'investissement solidaires. D'accord. Donc c'est pas des actions, mais ça s'appelle des titres participatifs, c'est un petit peu la même chose. Des fonds d'investissement solidaires. C'est de l'endettement, ça doit se rembourser, il y a des intérêts. On obligue ou des choses comme ça. Ce sont des fonds normaux qui ont une partie solidaire, c'est ça? Il y a les deux. Il y a des fonds qui sont vraiment que dédiés à impact. Il y en a qui réservent une partie sur un secteur à impact. Et l'un dans l'autre, voilà, on a réuni environ 2 millions. D'accord. Sur les 4 premiers exercices qui nous permettaient d'éponger des déficits successifs et de continuer à investir, évidemment. Ça aussi, c'est pas simple d'expliquer. Et tu as réussi à respecter le business plan, en fait? Oui, jusqu'à présent, les hypothèses d'activité, elles sont maintenues. Okay. On est sur quelque chose d'assez ambitieux. Donc, on double le volume d'activité chaque année depuis le début. D'accord. Et il faut qu'on le double pour atteindre ce seuil de rentabilité. Parce que notre modèle économique, il est assez classique. On prend une commission sur les transactions. Voilà. Et après, on a d'autres activités dont j'ai moins parlé jusqu'à présent, mais on est aussi un entrepôt logistique. On a aussi en Île-de-France notre propre stock de produits qu'on vend sur notre site. D'accord, donc tu es comme Amazon, finalement. Exactement. Aussi un vendeur. Exactement. Et moi, j'ai passé une année à étudier le marché. Donc, quand on voit évidemment que le modèle d'Amazon, ça inspire en tout cas pour ce qui est du modèle Qu'est-ce économique. Qu'est-ce que tu as dans ton stock, dans ta logistique? Alors, on récupère tous les livres que les Emmaüs n'arrivent pas à écouler dans les points de vente physiques en Île-de-France. D'accord. Et on les trie et on les vend en ligne. Donc on a un stock de plus de 100 000 livres et on va monter à 200 000 là, dans pas longtemps, dans quelques mois. Et on a une dizaine de personnes en parcours d'insertion. On est une entreprise d'insertion qui sont préparateurs de commandes, magasiniers, livreurs, chauffeurs et qui travaillent sur ce stock. On a aussi une activité plus accessoire mais quand même importante en termes de visibilité qui est de la location de mobilier vintage, de décors éphémères, donc pour le secteur de l'événementiel, que ce soit des salons, des séminaires d'entreprise. On propose de faire un joli décor Emmaüs avec de l'âme, plutôt que de mettre de la moquette neuve et de la jeter 2 jours plus tard. Intéressant. Voilà, et puis on vend des petits produits comme ça qu'on récupère pour la plupart dans des Emmaüs, en fait. Au bout d'1 an et demi, il y a donc le go pour aller déployer ça à l'échelle nationale. Comment se passe ce déploiement à l'échelle nationale? Il
il est structuré, c'est petit à petit, c'est ceux qui disent moi je veux bien venir, ok. Comment tu organises la chose? Avec déjà des personnes dédiées à ça, qui sont comme des business développeurs, on va les appeler Ouais, dans ouais. une start-up, account manager, enfin voilà. Ouais. Donc des personnes qui vont sillonner la France pour aller dans toutes les réunions possibles, inimaginables d'Emmaüs pour convaincre. Mais pas que chez Emmaüs. Donc aujourd'hui, on est une marketplace qui est ouverte à toute l'économie sociale et solidaire. On a aussi des ressourceries, on a des structures de Croix-Rouge Insertion, de Envie, D'accord. Bibliothèques sans frontières. Voilà, donc il y a les petits copains de l'ESS qui ont commencé à nous rejoindre il y a maintenant quasiment 2 ans. Et ce qui fait qu'on est aujourd'hui quasiment 90 vendeurs sur la marketplace. Voilà, donc on est passé par toutes les têtes de réseau de l'ESS, de l'associatif. On a fait des webinaires, des conférences, des réunions. Voilà, on essaie de tous les canaux de rencontre avec ces acteurs-là. Et c'est quoi le retour d'expérience? Il est conforme à celui que tu as eu avec les 20 premiers? Oui, je pense même que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui pour se lancer, parce qu'on a une mécanique qui est quand même bien huilée aujourd'hui, avec une journée de formation sur site. Ensuite, les personnes repartent avec les clés de la boutique, commencent à créer leur annonce. Un mois plus tard, hop, on ouvre leur boutique. Toutes les 2 semaines ensuite, on fait des points de formation continue. Voilà, on a quelque chose qui tourne bien et ils ont des résultats très vite. Donc globalement, le retour d'expérience des vendeurs, c'est qu'il n'y a quasiment aucun vendeur aujourd'hui. Il y en a peut-être 1, 2, 3 qui ont mis en veille leur boutique, voire arrêté. Mais sinon, ils se sont tellement pris au jeu que même si c'est difficile, si c'est pas toujours la poule aux œufs d'or, ils continuent. Et c'est conforme au plan en fait, de déploiement 90, là, au bout de 4 ans, combien? Là, on attaque la 4e année. 4e année, donc 90, parce que j'imagine que dans ton plan, il y a aussi le nombre de vendeurs qui doivent être inscrits sur la plateforme. Donc là, tu es à 90, c'est aussi, ça c'est conforme avec ce que tu t'étais fixé. Tu parlais de 400 centres en France, c'est ton objectif? Oui, alors 400 points de vente qui sont gérés par 200 structures juridiques. Donc finalement, chez Emmaüs, on a un quart à peu près des centres qui vendent des produits qui sont déjà sur label Emmaüs, une 50aine. Et puis après, le secteur de l'ESS, c'est des centaines, des milliers de structures. Donc oui, on est conforme sur la montée, voilà, parce que c'est long quand même de convaincre, d'intégrer ces acteurs, c'est pas évident. Donc on n'avait pas prévu quelque chose de plus ambitieux de toute façon en volume. Et alors maintenant, aujourd'hui, comment se passe la gouvernance de label Emmaüs, avec justement la gouvernance globale de l'association? Les freins historiques d'il y a 5 ans, ils ont été levés. Aujourd'hui, il y a un sponsorship fort, ils vous poussent, ils sont fiers. Comment ça se passe? Alors, il y a beaucoup moins de freins qu'avant. Il y a toujours des personnes réfractaires, mais bon, voilà, c'est quand même, je pense, une minorité. Il y a un soutien très clair du conseil d'administration et des salariés d'Emmaüs France. Oui, il y a de la fierté mélangée peut-être à... on pose toujours un peu des questions. Je pense pas qu'on nous voit toujours d'un œil positif. Ça bouscule. Et peut-être qu'on incarne quelque chose que beaucoup de gens aimeraient ne pas voir. Que les habitudes changent de consommation. C'est comme ça. C'est là. Il y a une vraie fierté finalement à être dans un acteur proactif d'un changement structurel. Tu l'évoquais toi-même dans la société où on voit l'économie solidaire et l'économie circulaire qui prend vraiment de plus en plus de place. Un mindset qui se transforme quand même dans les habitudes de consommation, quelles qu'elles soient. Je pense vous avez de vraies raisons à avoir cette fierté à être proactif, à être leader dans ces démarches. Et alors justement, ça me permet
assez facilement d'arriver vers la question de la fin. Tu es un acteur de l'économie solidaire, label Emmaüs. Quand on est circulaire, économie circulaire, ça veut dire qu'on est déjà en phase avec un certain nombre de sujets RSE que les entreprises, de façon globale, adressent de plus en plus. C'est des sujets qui montent fort et ce n'est pas une mode, c'est une tendance lourde de fond. Et là-dedans, on parle aussi de transition écologique, de développement durable. Même si vous avez déjà fait un bon bout du chemin sur le RSE et entre autres sur le S, au niveau environnemental, comment les sujets sont abordés par Label Emmaüs? Alors c'est sûr que surtout le pan social, c'est notre ADN. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'évalue pas et qu'on ne veut pas faire mieux. Parce que, par exemple, là, cette année, on va refaire une évaluation d'impact social qu'on avait déjà faite en 2017 et qui nous avait permis d'ailleurs de présenter ses conclusions au conseil d'administration. Voilà. Mais ça, on va le refaire aujourd'hui parce que moi, j'aimerais bien savoir quand même 3 ans plus tard, concrètement, quel type de compétences on a permis de développer chez les personnes, les opérateurs Label Emmaüs? Est-ce que ça a amené vers de l'insertion professionnelle? Quel type d'insertion professionnelle? Voilà, j'aimerais quand même connaître l'après maintenant, parce que c'est ça le but, quand même. C'est que les personnes, elles s'insèrent, elles aient plus de chances, plus d'employabilité pour l'avenir. C'est aussi pour ça qu'on a créé une école l'année dernière, donc la Belle École, qui cette année va former 110 demandeurs d'emploi. C'est pas École Emmaüs, c'est la Belle École. C'est la Belle École, voilà. L'école par la Belle Emmaüs. Et du coup, cette école-là, d'ailleurs, on sollicite beaucoup le e-commerce sur cette démarche, puisqu'on a une quarantaine de formateurs bénévoles qui viennent de chez Mano Mano, Showroom Privé, Webhelp, PrestaShop. Voilà, on a des partenaires dans cet écosystème qui mettent à disposition leurs salariés bénévolement et qui en plus s'engagent à accueillir des apprenants en stage. Donc j'en profite voilà, pour lancer un appel. On a besoin de plein de partenaires sur ce sujet. Donc voilà, l'impact social, c'est quelque chose, même si c'est dans notre ADN, qu'on quand même on vérifie, on évalue et on veut faire mieux avec un objectif. Nous, en fait, on met d'abord l'objectif social. Donc là, on a mis que d'ici 5 ans, on veut avoir formé 3000 personnes, que ce soit via la marketplace, via notre école, via notre plateforme logistique. Puis ensuite, on met les objectifs économiques, de pérennité économique qui nous permettront d'atteindre cet impact social. Sur l'environnemental, c'est pas simple parce que c'est vrai que chez Emmaüs, on nous a aussi beaucoup reproché ça en nous disant mais en faisant du e-commerce, comment vous pouvez raconter que vous êtes un acteur de la transition écologique? Ça choque pas mal de personnes dans les communautés Emmaüs qui se considèrent, elles, pour le coup, comme vraiment des acteurs importants de la réduction des déchets, et ils ont raison. Donc moi, ça me questionne beaucoup parce que évidemment, j'ai envie qu'on fasse notre part là-dessus. Et donc là, actuellement, on a une personne en mission qui va faire un bilan carbone. Donc ça, le bilan carbone, c'est quelque chose qui est obligatoire quand on a une entreprise de plus de 500 salariés. Donc aujourd'hui, on est 30 salariés, donc c'est vraiment une démarche volontaire qu'on va mener sur les 6 mois qui viennent. On fait le bilan carbone, on voit où on en est et on fixe dans le temps un objectif de zéro empreinte. Enfin, on veut être à l'objectif zéro. Et le plan d'action qui nous permet de l'atteindre. Voilà. Donc, ça n'aurait pas de sens si on fait ça et qu'on n'a pas un impact positif écologique. Après, je pense qu'on peut être un acteur du e-commerce avec un impact positif écologiquement aussi, parce que déjà, on ne vend que des produits d'occasion, que tout le conditionnement quasiment est fait qu'avec de la récup. Ouais. Alors quand vous recevez votre colis Label Emmaüs, quelquefois c'est dans une boîte à chaussures, quelquefois c'est dans des cartons un petit peu biscornus, voilà, mais ça fait partie du charme aussi. Ouais. Et c'est de la récup. Alors reste le transport, évidemment. On passe par des transports classiques. Voilà, déjà, effectivement, intrinsèquement, ton sourcing, il est local. Déjà, oui,
Il est local, c'est sûr qu'il ne vient pas de très loin. Hein. C'est ce que les groupes Emmaüs ont collecté sur un territoire plutôt restreint. C'est de l'occasion. Le conditionnement est d'occasion. Voilà. Mais sur le transport, il faut qu'on avance. Moi, je rêve du moment où on aura tellement de vendeurs sur cette marketplace avec tellement de produits que là, il y a quand même 1 200 000 produits. Donc, c'est mieux que les 3 000 du lancement il y a 3 ans. Mais que finalement on pourra trouver près de chez soi. Voilà, tous les Emmaüs vendent plus ou moins la même chose, donc, sauf quand on est dans l'objet un petit peu rare d'occasion, bon, voilà. Mais quelquefois les gens sont prêts aussi à se déplacer. On pourra trouver pas loin. Et avoir quelque part une marketplace qui a un fonctionnement un peu plus comme le Bon Coin, voilà, qu'un Amazon. Ça serait l'objectif. Et puis aussi avoir des transports plus écologiques dans Paris. Ça, c'est commun à tout vendeur à distance, en fait. Hein. Oui, je pense que là, sauf qu'on va aller s'adresser à des personnes je cite Carton Plein. Donc, Carton Plein, c'est une structure d'insertion qui fait du travail à l'heure. Donc, c'est des personnes à la rue qui travaillent quelques heures pour commencer un parcours d'insertion, et ils font de la logistique à vélo. Ils peuvent transporter jusqu'à 300 kilos sur des vélos qui sont vraiment adaptés. J'imagine. Voilà, donc ils font du déménagement, etc. Donc voilà, typiquement, nous, on va se tourner vers ce type d'acteurs. Après, on est très engagé dans le choix de nos prestataires aussi. La banque de la Belle Emmaüs, c'est le crédit coopératif. Nos assureurs, ça va être aussi du secteur mutualiste. Même dans le développement informatique, on a travaillé avec Simplon, par exemple. Voilà, donc on essaie quand même à tout bout de la chaîne de mettre le plus d'éthique possible. Écoute Maude, merci 1000 fois pour ce témoignage. Je suis tellement content de t'avoir reçu, de t'avoir donné la parole, raconté cette fabuleuse histoire, cette aventure qui ne fait que commencer. Hein, c'est encore au démarrage. Bravo pour tout ce que tu as fait. Merci pour les explications, la simplicité de tes propos. C'était un vrai moment de partage. Merci encore. Pareil, au revoir. Au revoir. Alors, merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous pouvez effectivement retrouver cette interview sur lesdigitaldoers.com, où vous pouvez également envoyer un message ou me contacter. Merci encore et à très bientôt. Au revoir.